Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 9 décembre 2020. Les titres pour commencer. La décision de retirer le Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU interpelle les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Une décision qu'elle juge d'inappropriée. Tout à l'heure, vous suivrez la réaction de Human Rights Watch. Le Burundi, un des 10 premiers pays les plus corrompus au monde. En ce jour dédié à la lutte contre la corruption, nous vous parlerons de la corruption dans le secteur de la santé, un des secteurs les plus corrompus au Burundi. Et enfin, nous reviendrons sur la campagne de lutte contre le phénomène des enfants de la rue au Burundi, une campagne sans résultat jusque-là. Côté technique, je suis assisté par M. Steven Yungeko et Fabrice Ndimurukundo. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Commençons par la sécurité. Une personne est morte suite à une attaque à la grenade la nuit dernière sur la colline Gasenyi, commune Buganda de la province Cibitoke. Les informations en provenance de cette colline indiquent que cette personne aurait été tuée, accusée de sorcellerie. Les détails, c'est avec Rachel Kagissier. La personne tuée à grenade sur la colline Gasenyi est un sexagénaire connu sous le nom de Michel Habonimana. Selon des informations sur place, une grenade a éclaté vers 22h à l'école fondamentale d'Obumbiri où la victime était veilleur, mais les criminels restent inconnus. Selon certains témoignages des administratifs, ce sexagénaire aurait été tué accusé de la sorcellerie. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour connaître les auteurs de cet assassinat. Il s'agit de la 7e personne tuée accusée de la sorcellerie dans cette province de Cibitoke où 3 personnes ont été tuées en commune Mugina, une personne en commune Bukinanyana et 2 personnes en commune Murwi. Et l'après-midi de ce mardi, un enfant âgé de 13 ans est mort suite à l'explosion d'une grenade qui se trouvait à l'intérieur de leur maison. La victime du nom de Jean de Dieu Iteliteka a été écolier à l'école fondamentale Ngome 2. L'incident a eu lieu sur la sous-colline Ndengo de la zone des communes Kiganda, c'est en province Muramvya. L'administrateur de la commune Kiganda, Ndihokugayo Omer, confirme les faits et indique que le père de l'enfant est entre les mains de la justice pour détention illégale d'armes à feu. Cette autorité communale met aussi en garde tout habitant de sa circonscription qui n'a pas répondu à la campagne de remise volontaire des armes. Celui qui sera appréhendé possédant encore des armes devra être puni conformément à la loi. Et je viens de vous le dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait répondre de manière adéquate et régulière sur la situation des droits humains sécuritaires au Burundi. Déclaration sortie ce mardi par Human Rights Watch, une déclaration consécutive à la décision du Conseil de sécurité de retirer le Burundi de son agenda politique. Human Rights Watch estime que les gesticulations politiques et les menaces du gouvernement burundais ne devraient pas détourner l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. Le contenu de la déclaration, c'est avec Trésor Nyongabo. Les réunions du Conseil de sécurité sur le Burundi sont devenues de plus en plus controversées et irrégulières alors que le Burundi et ses alliés au sein du Conseil tentent d'empêcher la surveillance indispensable de la situation dans le pays, a indiqué Louis Charbonneau, directeur du plaidoyer auprès des Nations Unies à Human Rights Watch. Il considère que la décision de retirer le Burundi sur son agenda prise le 4 décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement présidé par l'Afrique du Sud, constitue un message symbolique inquiétant à un moment charnière pour le pays. Dans sa déclaration de ce mardi, Human Rights Watch indique que les rapports du secrétaire général de l'ONU ont eu lieu à intervalles irréguliers et plusieurs ont été reportés ou annulés à l'approche des élections de mai 2020 dans le pays. D'après certaines informations, poursuit Human Rights Watch, la raison était que le Burundi menaçait de rompre les liens avec l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando, qui a finalement
opté de démissionner en octobre 2019. Michel Kafando n'a toujours pas été remplacé et il est prévu que son bureau soit fermé en décembre 2020. De plus, Human Rights Watch fait savoir que le rapport publié par le bureau du secrétaire général de l'ONU en novembre sur sa stratégie pour relancer le dialogue et ses activités au Burundi a fourni une évaluation superficielle de la situation des droits humains au Burundi au moment où les violations des droits humains dans les mois précédents ne cessaient de s'intensifier. Human Rights Watch dénonce également l'abstention du bureau du secrétaire général de l'ONU à formuler une recommandation claire sur le fait de maintenir ou non le Burundi sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Toutefois, souligne Human Rights Watch, le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi en septembre 2020 avait conclu que de graves violations des droits humains, pouvant même constituer des crimes contre l'humanité, persistaient en 2019 et en 2020. Des incidents de sécurité et des informations faisant état de meurtres, de disparitions forcées et d'arrestations arbitraires persistent au Burundi malgré les espoirs initiaux de réforme après l'élection d'un nouveau président en mai 2020. Tout compte fait, Human Rights Watch considère que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne devrait pas écarter la surveillance de la situation des droits humains préoccupante au Burundi. Ce Conseil devrait plutôt accorder une attention particulière aux violations continues et à la justice. Les Nations Unies devraient donc établir des rapports détaillés sur la situation des droits humains, humanitaires et sécuritaires au Burundi pour les réunions sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale et que le Conseil devrait y répondre de manière adéquate. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Et poursuivons avec la page des droits de l'homme. Les enfants arrêtés dans la ville d'Ongozi depuis la soirée de ce lundi, dans le cadre de la lutte contre le phénomène des enfants de la rue, sont détenus dans les conditions violant les droits des enfants. Non seulement ils sont enfermés avec des adultes, mais aussi ils sont en surnombre dans leurs cellules de détention. Les détails avec Emmanuel Daichemi. Les enfants de la rue qui ont été arrêtés lundi dernier sont à plus de 50. Pourtant, la capacité des cachots de la police judiciaire où ils sont enfermés est de 35 personnes. Ces cachots sont subdivisés en 3 cellules, une destinée aux mineurs de moins de 18 ans. La deuxième est pour les femmes et a une capacité d'accueil de 5 personnes et la troisième cellule, dite chambre commune, a une capacité d'accueil de 25 détenus et est destinée aux hommes et garçons de plus de 18 ans. Les détenus de la police judiciaire d'Ongozi dépassent donc largement la capacité d'accueil. Au total, ils avoisinent aujourd'hui 100. Ces enfants ont été donc mis dans les mêmes cellules que les adultes. Les défenseurs des droits humains du nord du pays n'ont pas l'autorisation de les voir. On les aurait signifié que ces enfants seront bientôt ramenés chez eux. Ces enfants ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre le phénomène des enfants de la rue au chef-lieu de la province Ngozi. Mais ils sont aussi accusés de commettre des vols. Nous avons essayé de joindre Epipo de Baranikwa, gouverneur de la province Ngozi, mais il n'a pas décroché. Arrêter et emprisonner ces enfants de la rue n'est pas la meilleure solution pour éradiquer le phénomène des enfants de la rue, car les emprisonner ne fait que les encourager au banditisme. Déclaration de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira. Cet homme politique affirme qu'il y a d'autres solutions, comme l'organisation de l'agriculture dans les zones libérées pour pouvoir nourrir les familles burundaises, étant donné que la pauvreté et le manque de nourriture est l'une des raisons qui poussent les enfants à aller vivre dans les rues. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Le phénomène des enfants de la rue est une question très très capitale. Pratiquement, ce phénomène est dû à 2 raisons essentielles. La première raison, c'est la guerre, qui est là
depuis 1993 et qui essaye de faire des rebonds presque 2, 3, 4 ans. Pratiquement, c'est un phénomène qui va se poursuivre. Je ne sais pas quand il pourra s'arrêter. La deuxième raison, c'est pratiquement l'exiguïté des terres arables pour des ménages où on constate que des familles deviennent de plus en plus pauvres et qu'il n'y a pas du côté du gouvernement des initiatives qui puissent venir répondre à cette préoccupation. Les solutions abordées par les services sécuritaires comme la police qui emprisonne ces jeunes, c'est une perte de temps. En tout cas, c'est une fausse solution parce que ils vont eux-mêmes constater que en les emprisonnant, ils vont forcément les amener à accepter et comprendre que la prison ne signifie rien. Donc, autrement dit, ils seraient en train de fabriquer des bandits. La deuxième solution, c'est une solution d'ordre structurel où l'État burundais doit se réorganiser davantage et surtout en essayant de déplacer les populations de leur terrain trop exigus et les mettre ensemble dans des centres et organiser l'agriculture autrement dans ces zones libérées pour qu'on puisse pratiquement les cultiver et parvenir à nourrir toutes les familles burundaises. Et avec cela, on serait sûr qu'on répondrait à une telle préoccupation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que le gouvernement quand même commence par quelque part. C'était Frédéric Bamvugi-Nyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. La violation des droits des défenseurs des droits de l'homme au Burundi a poussé plusieurs d'entre eux à quitter le pays, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus donner leur contribution dans plusieurs domaines de la vie du pays. Propos de la directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. En ce jour dédié aux défenseurs des droits humains, Eulalie Nibizi souligne que malgré l'exil, ils vont continuer à travailler pour que le pays recouvre la paix. 5 ans d'exil ont eu un impact grave sur les droits de l'homme au Burundi. En effet, les défenseurs des droits de l'homme, ils ont été forcés à l'exil parce qu'ils ont levé la voix pour critiquer, pour faire des recommandations sur l'amélioration de la gouvernance, pour lutter contre la violation de la Constitution, la violation de l'accord d'Arusha. Mais aussi, ils agissaient dans plusieurs domaines de la vie, dans le domaine de la gouvernance, de la santé, de l'éducation, de l'administration locale. Et le fait qu'ils sont en exil a privé le pays d'un cadre, parce que quand ils ont été chassés, ils ont été réprimés. Les défenseurs des droits de l'homme qui restent au Burundi ont eu peur, parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été changées et les défenseurs des droits de l'homme ont pris peur, d'autres ont été persécutés. Et quand vous faites un reportage sur les droits de l'homme, là, ils disent que c'est la subversion. Et par peur, par répression, mais aussi par un contrôle trop serré, par manque de justice, les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas pu travailler comme avant. Il y a des travaux qu'ils peuvent faire, mais quand on a influencé les politiques par la participation, le débat, les critiques, là, ce travail ne se fait plus. En fait, le grand problème, ce n'est pas parce que nous sommes en exil, mais le grand problème, c'est que l'espace civique à travers lequel les défenseurs des droits de l'homme s'exprimaient d'habitude a été confisqué. Ils n'ont plus le droit de défendre les droits de l'homme. Même quand ils vont dans des endroits où il y a des cas de violation des droits de l'homme, ils sont écartés, ils sont humiliés et la plupart sont arrêtés, emprisonnés. Voilà, ce sont les menaces qui pèsent sur les défenseurs des droits de l'homme en action, qui ont terrorisé, mais aussi qui ont privé au Burundi des activistes de défense des droits humains. Pour nous, les perspectives, c'est quoi? C'est notre but, c'est le retour de l'état de droit, c'est le retour à la paix. Si la paix revient au Burundi, il y a tout qui va rentrer dans les normes. Nos perspectives, c'est de travailler durement pour que la paix revienne au Burundi. Et demain, le 10 décembre, le monde célébrera le 72e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans un communiqué sorti ce mercredi, la ministre de la Solidarité nationale et des droits de la personne humaine a indiqué que la pandémie de coronavirus a été un obstacle pour pouvoir atteindre les objectifs visés en matière des droits de l'homme. Selon la ministre Imelda Sawushimike, c'est donc une occasion de se rappeler que le Burundi a des points communs avec d'autres pays en ce qui est du respect des droits de l'homme. Suivez plutôt la ministre Imelda Sawushimike. Ce 10 décembre, le Burundi se joindra à d'autres nations pour célébrer le 62e anniversaire de l'adoption
par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19 qui a révélé que les objectifs mondiaux ne peuvent être atteints tant qu'il subsiste des inégalités, l'exclusion et la discrimination. Ce jour est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme auxquels tous les peuples aspirent, d'insister sur l'importance d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Aussi, le thème international consacré à cette journée est « Reconstruire à mieux défendre les droits de l'homme ». Nous nous réjouissons que dans notre pays, la campagne nationale liée à la lutte contre cette pandémie, initiée par le gouvernement du Burundi, a démontré de son efficacité et permis de circonscrire et contenir la propagation du Covid-19 et que dans ce contexte difficile, le Burundi a pu organiser avec succès des élections libres sanctionnées par la mise en place de nouvelles institutions républicaines reconnues par l'ensemble de la communauté internationale qui vient par ailleurs d'adopter par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies le retrait du Burundi de son agenda politique. Les cérémonies officielles auront lieu à la province de Bujumbura, commune Nyabiraba, le 10 décembre 2020. Nous en appelons à tout le monde pour cultiver l'exercice universel des droits de l'homme. C'était Imelda Saouchimike, ministre de la Solidarité nationale et des droits de la personne humaine. Et le 10 décembre, c'est aussi le dernier jour de la campagne mondiale des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les jeunes sont appelés à être conscients de leur rôle si primordial dans la lutte contre ces violences basées sur le genre et en particulier celles faites aux femmes. Cette interpellation constitue un des points qui était à l'ordre du jour d'un atelier animé ce mercredi par le mouvement Inamahoro, 24 heures avant la clôture de cette campagne mondiale d'activisme contre les VBG. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Gouvernance à présent, 9 décembre, le monde célèbre la journée de lutte contre la corruption. Le Burundi est un des pays les plus corrompus, malgré qu'il soit doté d'organes et lois de lutte contre la corruption. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le LUCOM explique que la situation est pareille, car les dirigeants n'ont pas la volonté de lutter contre ce fléau et ne se limitent qu'au discours. Gabriel Oufili est le président de l'UCOM. Le Burundi a mis en place en 2007, après l'adoption d'une loi anticorruption, toute qui émane justement de cette convention anticorruption. Il y a aussi eu des discours anticorruption prononcés par les serviteurs au plus haut sommet de l'État. Ici, je citerai les deux ex-présidents Pierre Nkurunziza, mais aussi des discours qui sont prononcés par le président actuel, Evariste Ndayishimiye. Mais nous voyons que les discours, les lois, les institutions ne suffisent pas à eux seuls parce que quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays, à titre d'exemple, la non-déclaration du patrimoine n'est pas sanctionnée, l'enrichissement illicite n'est pas sanctionné, le branchement d'argent n'est pas sanctionné et pourtant toutes ces infractions nous les voyons dans notre pays. Personne n'est pas poursuivi, malgré qu'il y a des discours officiels de lutter contre la corruption. Donc, s'il y a lutte contre la corruption, ce n'est pas vraiment à chercher de midi à 14 heures. On les voit dans la vie, dans notre vie de tous les jours. C'est à travers les infrastructures publiques, c'est à travers, nous voyons que les routes sont dégradées, les bâtiments publics n'existent presque pas. C'est plutôt les services publics qui se trouvent dans les locaux, dans les bâtiments des mandataires publics. Cela, c'est une honte pour la nation. Mais aussi, je dois vous dire que pour que cela soit une réalité, il doit y avoir un système national de l'intégrité. Et le système national de l'intégrité est présenté comme l'ensemble des piliers qui font marcher, qui font fonctionner les services publics dans les ensembles.
Le Burundi a été classé cette année parmi les 10 premiers pays les plus corrompus au monde par Transparency International et le thème mondial de cette année est rétablir avec intégrité. Le secteur de la santé est un des secteurs les plus corrompus au Burundi selon des informations qui émanent du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Les demandeurs d'emploi et de mutation sont obligés de payer des pots de vin pour espérer une suite favorable à leur requête. Le pensée avec Éloge Divin Remesha. Le secteur de la santé au Burundi est gangréné par le phénomène de corruption. Différentes sources de la RPA au sein des employés du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida affirment que les pots de vin sollicités sont destinés au haut cadre du ministère. Ces sources ajoutent que celui qui sollicite un emploi ou une mutation, qui qu'il soit, doit passer par des employés du ministère appelés par les sources de la RPA des commissionnaires. Ce sont ces derniers qui s'occupent par la suite d'amener le dossier et une enveloppe devant le ministre de la Santé. Les sources de la RPA révèlent que les médecins chefs de district ne connaissent jamais les procédures d'octroi d'emploi ou d'obtention de mutation, surtout pour quitter une province vers une autre. Là où interviennent ces médecins chefs de district dans cette pratique de corruption, c'est pour mutation des infirmiers d'un établissement sanitaire vers un autre du même district, ou tout simplement pour l'obtention du grade de titulaire d'un centre de santé quelconque. Ces corruptions signalées au sein du ministère de la Santé publique et lutte contre le sida sont de différentes formes selon nos sources. Ils indiquent que pour un médecin qui sollicite un emploi, il doit donner 5 millions de francs burundais. Et pour celui qui sollicite une mutation pour diverses raisons personnelles, il doit donner un montant de 3 millions de francs burundais. Autre chose, ces sources ajoutent que même s'il n'y a pas de recrutement en cours dans ce secteur, et surtout pour les infirmiers, cela n'empêche pas qu'il y ait de nouveaux recrues. Des pots de vin sont également sollicités pour les personnes qui désirent obtenir des autorisations pour ouvrir une pharmacie. Là aussi, cela se fait alors que l'octroi des autorisations a été suspendu. Une autre forme de corruption est signalée dans la mise en pratique des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, surtout la mise en quarantaine dans des hôtels des voyageurs venus au Burundi afin qu'ils soient d'abord testés au coronavirus. Ces voyageurs se sont plaints à maintes reprises de passer plusieurs jours en quarantaine. Les sources de la RPA affirment que ces pratiques n'ont d'autre visée que d'encaisser beaucoup de sommes d'argent, lesquelles sommes sont ensuite partagées entre les hauts cadres du ministère ainsi que les patrons de ces hôtels. Sur toutes ces accusations, la RPA essaie de joindre le ministère de la Santé, Dr Tadendi Koumana, mais sans succès. Merci à toi, Éloge Divin Remesha. Et le site qui abrite le marché central de Bujumbura pourrait enfin être exploité selon le projet présenté par les services de la primature au Conseil des ministres de ce mercredi. Le plan est dit implanter un mall. Le projet répond à la requête faite par l'Association des banques du Burundi et les établissements financiers du Burundi, ABEF, en sigle, au gouvernement burundais. Pour rappel, le marché central de Bujumbura a été incendié le 27 janvier 2013 et depuis, des promesses d'y ériger un mall n'ont jamais été concrétisées. Et terminons par cette brève du secteur de la santé. 18 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au Burundi sur un effectif de 2181 tests effectués à la fin de la semaine dernière. Dans un rapport sur la situation de cette pandémie publié par le ministère de la Santé ce lundi, le dit ministère indique que les 18 cas positifs sont tous des cas importés. Le même ministère fait savoir que sur 69 891 personnes déjà testées depuis l'apparition du premier cas au Burundi en mars cette année. Seules 716 personnes ont été testées positives et un décès. Un bilan largement différent de celui de l'ONG catholique Caritas Burundi. Cette ONG parlait d'une dizaine de morts jusqu'en juillet cette année. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 9 décembre 2020. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe de la rédaction. Merci également à Fabrice Ndimurukundo, à Aimé Steve Niungeko pour leur parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Et excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!